Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi, de partager ce moment, d'écouter l'ensemble des speakers et de voir que finalement tout ce qu'on est en train de décrire, je crois, converge. Et donc je vais essayer de vous apporter ma pierre à cet après-midi. En fait, quand Didier m'a invité, au début, j'avais compris que c'était pas humanisme et profit, mais humanisme et sportif, qui est l'anagramme de profit. Donc j'ai sauté dans le truc et je me suis rendu compte un petit peu tard que c'était autre chose, mais je vais malgré tout essayer de partager avec vous ce que j'essaie de faire. Donc effectivement, ma vie, elle a démarré avec le sport, avec beaucoup de bonheur, puisque j'ai eu l'immense privilège et honneur de porter les couleurs de la France pendant une dizaine d'années, pour un sport qui est assez peu connu, qui est la lutte. Donc généralement quand je dis ça, les gens se figent en se disant on peut pas partir maintenant, sinon il va nous rattraper. Je vous rassure, je suis là, je ne peux rien faire, mais ça a été un moment important de ma vie, une dizaine d'années, à voyager, à rencontrer énormément de choses. Et c'est vrai que le sport a ceci de particulier quand vous le pratiquez à petit comme à haut niveau, en fait, c'est qu'il vous permet des rencontres qui vont bien au-delà des rencontres éphémères, des rencontres futiles. Généralement quand on a ce socle, quand on a transpirer ensemble, quand on s'est combattu, quand on a finalement partagé des moments forts, arrive à se créer finalement une relation très importante. Et donc, là, je disais que ce qui m'amène ici, c'est le sport, parce qu'un jour, j'étais en compétition, j'étais en Roumanie plus précisément pour un tournoi international, et j'étais, comme tout souvent, comme beaucoup de sportifs, dans un bus. Vous avez remarqué qu'il y a souvent des rapports entre des bus et des sportifs. Moi, j'étais dans mon bus, et j'en suis sorti, je vous le rassure, et j'attendais finalement qu'on parte de l'hôtel pour aller vers la salle de compétition. Et puis, à quelques mètres de moi, dans la rue, donc on est à Bucarest, début des années 90, je voyais des gamins, des enfants de la rue vraisemblablement, sans doute entre 7 et 10 ans, qui étaient en train de farfouiller je ne sais pas quoi derrière les voitures. Et donc en observant ça de plus près, je me suis rendu compte à un moment donné que ces gamins étaient en train de mettre en fait de la mie de pain dans les pots d'échappement des voitures, et qu'en fait au moment où les voitures démarraient et que les hydrocarbures étaient captés par la mie de pain, il leur suffisait d'attraper ça, de l'ingérer, et ils se prenaient un shoot phénoménal pour pas grand-chose. À ce moment-là, il était assez important pour moi parce qu'entre ma condition extrêmement privilégiée et en même temps assez futile de sportif, autocentré, qui fait attention à son poids, à ses performances, à son entraînement, à finalement quelque chose de pas très important, et puis ce qui se passait à 5 mètres de moi, je me suis dit que là, il y avait quelque chose à faire et je ne pouvais pas rester complètement insensible avec ça. Je suis parti, je suis rentré à Paris, avec cette image qui est restée très forte, et la question forcément s'est posée de ce que je voulais faire. Et donc j'étais à l'époque étudiant à l'ESCP, j'ai commencé à m'impliquer dans pas mal d'associations dans l'école, mais surtout en dehors de l'école, de réinsertion par le sport. Et puis ça m'a donné envie, à l'issue de mes études, non pas de créer une start-up en 99 comme beaucoup de mes copains, mais plutôt de créer une start-up sociale qui est Sport Sans Frontières, et qui était à l'époque la première ONG en Europe qui travaillait sur les questions d'éducation et de réinsertion par le sport. Donc j'ai commencé à développer ça s'est relativement bien développé. Et puis, malgré tout, quand j'allais voir des partenaires, lorsque j'allais voir des ministères, lorsque j'allais voir des gens pour qu'ils m'aident à développer l'organisation, je me heurtais à des incompréhensions, des gens qui me disaient mais le sport, à quoi ça sert, est-ce que c'est si important, etc. Et puis l'humanitaire, c'est d'abord du logement, de la nourriture, de l'éducation. Et donc je me heurtais malgré tout à une incompréhension sur le modèle, et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai croisé la route d'Ashoka, cette organisation au nom un peu bizarre, qui est venue et qui m'a dit « t'as une tête d'entrepreneur social ». Je dis « ah bon, j'ai une tête d'entrepreneur social ». Je savais a priori pas comment le prendre. Et en fait, on m'a expliqué qu'un entrepreneur social, c'était quelqu'un d'extrêmement innovant, qui était porteur d'une innovation sociale, qui était plutôt têtu, qui était plutôt engagé et qui savait ce qu'il voulait, mais c'était quelqu'un qui nageait plutôt à contre-courant. Et que ça allait pas être facile, mais que finalement, à l'instar des business angels dans le monde du business, Ashoka avait pour mission d'aider et d'accompagner des entrepreneurs sociaux en France. Je me dis génial, c'est exactement ce qu'il me faut, de l'argent, des réseaux, des moyens supplémentaires pour développer mon action. J'attendais finalement que ça se passe, et il a fallu attendre beaucoup de temps parce qu'en réalité, il ne s'est rien passé du tout. Ashoka n'était pas lancé. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'aventure, de lancer Ashoka pour aider finalement à ces petits poissons qui sont tous effectivement à contre-courant, de commencer à créer des mouvements plus larges et puis à créer progressivement un mouvement d'ensemble où d'autres
les copient, d'autres s'inspirent d'eux, essayent de développer le même type d'organisation. Et puis, à tel point que parfois, leurs modèles deviennent des références et finissent par irriguer l'ensemble du secteur. Donc le modèle d'Ashoka depuis 30 ans, c'est effectivement d'être une sorte de capital investisseur philanthropique, puisqu'on le fait de façon complètement désintéressée, de trouver ses projets les plus intéressants et de mettre le paquet pour qu'ils puissent changer d'échelle. Et lorsque j'ai démarré Ashoka, il fallait montrer un certain nombre de projets. Donc on a fait venir des entrepreneurs sociaux extraordinaires d'Inde, du Brésil, du Sénégal. J'expliquais que David Green en Inde opérait des millions de personnes de la cataracte avec un procédé qui était à la fois beaucoup plus rentable, beaucoup plus efficient et qui permettait en même temps de créer de la valeur économique et de l'impact social. Je présentais des projets de coopératives de femmes au Sénégal qui s'étaient regroupées pour transformer la filière du karité. Ou d'autres qui, au Brésil, permettaient à des centaines de milliers de jeunes d'avoir accès à l'informatique, à l'Internet et d'acquérir des compétences évidentes au XXIe siècle. Donc, le démarrage d'Ashoka, ça a été la présentation de projets. Et très souvent, on me disait, oui, c'est super, c'est formidable ce qu'ils font en Inde, au Brésil ou ailleurs, mais finalement, est-ce qu'en France, il y a besoin d'entrepreneurs sociaux? Est-ce qu'il y en a seulement? On a parlé tout à l'heure de l'État régalien. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que les problèmes sociétaux chez nous doivent être pris en charge d'abord par la sphère publique et que finalement, la société civile, c'est pas vraiment son boulot. Donc il y a eu un moment important pour nous ici, ça a été la sélection et l'identification du tout premier entrepreneur social qui s'appelle Jean-Michel Ricard, qui était un prof de gym, jeune frais et moulu de la fac de sport de Strasbourg, qui un jour se dit « j'ai pas envie d'aller enseigner, parce que je trouve que malheureusement le sport est devenu une espèce de récréation encadrée, mais j'ai envie de m'occuper des personnes âgées du 3e et surtout du 4e âge ». Et quand il vous explique ça, il vous explique qu'en fait, c'était venu pour plein de raisons, parce qu'ils avaient fait des stages dans des maisons de retraite, parce que sans doute ils étaient aussi touchés par des situations familiales particulières, et qui s'étaient dit que face à la problématique des personnes âgées en France, il y avait sans doute quelque chose à faire avec une activité physique adaptée aux pathologies des seniors. Si vous vous rappelez bien, il a fallu quasiment attendre 2003 ou 2006 pour se rendre compte qu'il y avait des centaines de milliers de personnes en France, des personnes âgées, qui étaient complètement isolées, complètement livrées à elles-mêmes et qui, malheureusement pour certaines d'entre elles, sont décédées pendant les canicules. Il y a un cercle vicieux pour les personnes âgées qui était quelque chose d'assez simple, mais généralement, vous savez, quand une personne est isolée, elle se dénutrit, elle mange de moins en moins, elle finit par perdre du tonus musculaire, elle finit par chuter, et là, elle peut se casser le col du fémur, la hanche et d'autres choses, et là, c'est quelque chose d'extrêmement difficile psychologiquement, parce que d'un seul coup, les personnes se rendent compte qu'elles se rentrent en situation de dépendance, qu'elles ne peuvent plus sortir de chez elles seules, que finalement, la vie est extrêmement risquée pour elles, et donc il y a un phénomène d'exclusion qui s'accélère. Et puis il y a un impact économique majeur, puisque le coût de prise en charge d'une fracture du col du fémur, quand entre le moment où vous chutez, les pompiers viennent, et puis vous revenez chez vous quelques semaines après, il s'est passé 40, 50, 70 000 euros entre les deux. Si vous multipliez par le nombre de personnes qui subissent ça chaque année, ce sont des milliards et des milliards d'euros qui chaque année sont finalement perdus, entre guillemets, alors qu'on pourrait éviter que ces personnes ne chutent. Et donc, Jean-Michel, avec son coéquipier de toujours, et le cofondateur de Ciel Bleu, l'organisation, décide de proposer des activités de prévention santé, va toquer aux portes des maisons de retraite, va toquer aux portes des hôpitaux. 9 fois sur 10, la porte se referme. Bien évidemment, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas scientifiques, mais ils sont têtus, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ils s'accrochent et ils essayent de proposer leur modèle. Leur modèle finit par s'imposer progressivement. Un certain nombre de médecins commencent à comprendre. Et puis, finalement, aujourd'hui, c'est une organisation qui a plus de 300 collaborateurs, qui touche près de 80 000 personnes par semaine, qui divise par 2 ou 3 le risque de fracture pour les personnes qui sont traitées. Et une récente étude d'un cabinet de conseil a montré que si on appliquait le modèle de Ciel Bleu à l'ensemble de la population cible pour à la fois la réduction des fractures et le diabète de type 2, on pourrait gagner jusqu'à 56 milliards en 9 ans. Donc la création de valeur d'un entrepreneur social, elle n'est pas forcément visible, elle n'est pas forcément dans son compte de résultats, elle est souvent en creux, mais elle est extrêmement importante. Donc Ashoka a fait ça pendant près de 30 ans, soutenir des entrepreneurs sociaux comme ceux-là, un peu partout dans le monde, et ça nous a permis finalement d'acquérir une certitude importante qui était de se dire les entrepreneurs sociaux sont une source d'innovation phénoménale. Par contre, très souvent, leur changement d'échelle est un vrai problème. Pour plein de raisons. Problème d'accès au capital,
problème de plafond de verre, problème de structure juridique, tout un tas finalement de problématiques qui font que parfois, et très souvent, les entrepreneurs sociaux restent à une certaine taille, alors que leur modèle mériterait de se développer. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut accélérer ce changement. Quand on regarde le nombre de bénéficiaires qui sont ceux de nos entrepreneurs sociaux, si on les cumule, on est très certainement à 150 ou 200 millions de personnes dans le monde. On pourrait penser que c'est bien. En fait, en réalité, on est très très loin de la population cible qu'on veut toucher. Imaginez, 4 milliards d'individus dans le monde aujourd'hui vivent avec moins de $2 par jour. N'ont pas accès forcément à des systèmes de santé, n'ont pas forcément accès à l'énergie. 1 milliard d'entre eux souffrent de famine. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui proposer des solutions qui soient à l'échelle de ces enjeux ? Les entrepreneurs sociaux, on l'a dit, ou les ONG ou la société civile ne peuvent pas répondre à tout ça. Se pose alors la question des autres leviers, et un des leviers qu'on a identifié, c'est clairement le rôle du business. Comment est-ce que le business pourrait aujourd'hui travailler vers ces sujets-là, en se disant que finalement, si vous regardez les 4 milliards d'individus dont je vous parle, on pourrait se dire, et pendant très longtemps on s'est dit ce sont des pauvres, ce sont des gens à qui il faut donner un toit, donner des médicaments, donner de l'éducation. Mais il y a un courant qui depuis quelques années pose la question de savoir si ce sont des bénéficiaires, des gens pauvres, ou est-ce que ce sont simplement des clients différents, qui peuvent payer, mais qui vont devoir payer des produits, des services différents, des circuits de distribution différents, et qui doivent être adressés avec une certaine particularité. Et quand vous regardez les entrepreneurs sociaux qui travaillent avec ces personnes-là quasiment quotidiennement, qui ont développé des modèles très intéressants, qui sont finalement quotidiennement aux côtés de ces populations. Et si vous prenez de l'autre côté le monde du business, qui a les process, qui a la puissance financière, qui a les capitaux pour développer ce type d'activité, vous vous rendez compte que si vous arriviez à hybrider les deux, alors vous inventeriez des modèles hybrides, nouveaux, qui permettraient très certainement d'aller bien au-delà de ce que chacun pourrait faire individuellement. Notre métier aujourd'hui donc est en train d'évoluer. On va aller depuis la sélection d'entrepreneurs sociaux très innovants jusqu'à des processus d'hybridation entre social et business sur des grandes problématiques de société. Prenez le logement, prenez la santé, prenez l'accès à la nutrition. Ce sont finalement des opportunités extrêmement intéressantes. Et quand on les regarde, et quand on regarde le chiffrage de ces opportunités, on se rend compte que ce sont des opportunités de marché très importantes. Si vous regardez en fait les chiffres qu'on va nous passer maintenant, vous allez vous rendre compte que en fait, ce sont aujourd'hui potentiellement plusieurs milliers de milliards de dollars qui sont aujourd'hui inexplorés parce qu'encore une fois, les chaînes de valeur du business ou les chaînes de valeur des entrepreneurs sociaux ne peuvent pas les adresser. Si vous regardez dans le champ de la santé, du logement, l'accès à la nutrition, aujourd'hui, il y a un potentiel extraordinaire pour peu qu'on accepte de penser que les grands défis de société sont en réalité de très très belles opportunités, non pas uniquement de business, mais de réconciliation entre le social et la création de valeur économique. Voilà ce que moi j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, vous l'aurez compris, on peut être optimiste. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, quand on voit la capacité créative des individus, quand on voit l'intérêt croissant des entreprises aujourd'hui pour quelque chose qui va bien au-delà de la création de valeur économique, la nécessité finalement pour ces entreprises de se réinventer, parce qu'encore une fois, les entreprises de demain seront des entreprises dans lesquelles on attirera finalement que des gens qui s'accomplissent, qui s'épanouissent et qui ne font pas ça uniquement pour créer de la valeur économique, mais véritablement pour suivre une vision de société et pour avoir un impact plus global. Donc, ces deux secteurs sont en train de converger. À nous d'accélérer cette convergence, parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. Il nous faut inventer ces nouveaux modèles. Ces nouveaux modèles, ils sont là, ils nous tendent les bras, ils nous attendent, ils sont accessibles à une seule condition. La condition que vous, que moi, que nos enfants, dans nos entreprises, dans nos organisations, dans nos gouvernements, on décide d'aller au-delà de nos peurs, on décide d'aller vers l'autre et on décide d'être des acteurs de changement. Merci.